2 intervenants. Donc, on va commencer par Isabelle Bertolino, qui est donc qui a un doctorat en socio. Vous êtes doctorante en sciences de l'éducation et qui va nous parler d'une expérience extrêmement originale qui est organisée donc en Haute-Garonne, là, dans le cadre avec le conseil départemental. Et donc, je vais bien entendu pas développer maintenant ce qu'elle va nous expliquer. Et ensuite, on aura Nadine Millot qui nous parlera de médiation dans la gestion des conflits. Et ensuite, on aura un certain nombre de témoignages qui sont issus du questionnaire. C'est-à-dire que quand on a posé le questionnaire, on a demandé aux répondants s'ils souhaitaient éventuellement témoigner. Et on a eu donc des réponses positives. Et en particulier, il y a une personne qui est très connue du GREP, là, qui est un philosophe de l'INSPE qui s'appelle Emmanuel Jardin, qui a accepté de venir apporter son témoignage. Et il y aura sans doute d'autres témoignages qui viendront. Voilà. Donc, je donne la parole alors à maintenant Madame Bertolino. Alors, attendez, je vais changer les diapos. Il faut que je passe Bonjour sur à l'autre. toutes et tous et merci pour votre attention à ce que je vais vous présenter. Donc, je suis doctorante en sciences de l'éducation et de la formation et je mène des travaux co-dirigés par Dominique Broussal-Fatiatali de l'unité mixte de recherche éducation, formation, travail, savoir de l'université Toulouse-Jean Jaurès. Et en fait, j'ai produit cette thèse dans le cadre d'une convention industrielle de formation par la recherche. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est un dispositif de cofinancement par l'État et un commanditaire pour mener des recherches qui trouvent aussi une utilité sur le terrain, une utilité pratique. Dans mon cas, c'était l'évaluation du dispositif haut-garonnais de mixité sociale dans les collèges. Et donc, je vais vous présenter un peu ce dispositif, mais avec un focus dans le cadre de cette présentation qui vous intéresse plus particulièrement, étant donné le thème de la journée, c'est les travaux que nous avons menés dans le cadre d'un groupe de travail intercatégoriel éducation nationale. Alors, ce que vous allez entendre, ça fait un peu la suite de tout ce qui a été dit depuis ce matin, puisque notre parti pris, alors on est dans une forme de recherche un peu spécifique qui s'appelle la recherche-intervention. Ça veut dire qu'on travaille vraiment à partir de l'expérience des acteurs et dans une visée transformative. Ici, c'est de l'évaluation, donc on n'est pas dans de l'évaluation externe, depuis un point de vue strictement scientifique. On est sur de l'évaluation qu'on co-construit avec les acteurs afin d'accompagner les changements. Donc là, le focus, c'est vraiment sur ce groupe de travail avec des enseignants, des principaux, des directrices d'école, des recteurs d'école, des référents REP, enfin les coordos en l'occurrence, il y avait aussi ce qu'on appelle les maîtres mixité sociale. Et donc, je vais déjà peut-être vous présenter ce qu'est ce dispositif pour que vous compreniez. Donc là, vous avez la carte des différents secteurs des écoles et collèges de Toulouse intéressés par le dispositif. À la source des flèches, c'est le quartier politique de la ville du Mirail. Et chaque début de flèche correspond à un bassin d'école. Et ces écoliers du Mirail, après décision, codécision, puisque ça a été travaillé entre les services déconcentrés de l'éducation nationale et le département de la Haute-Garonne, codécision et avec aussi un temps de concertation avec les publics, une codécision a été prise, c'est la fermeture des collèges Raymond Badiou et Bellefontaine et le transfert des élèves de ces écoles vers de nouveaux collèges d'affectation. Le but, c'était de promouvoir la mixité sociale, quitte à éloigner les enfants de leur lieu de résidence. Donc, ce dispositif, il est massif. C'est un transfert collectif, bassin d'école par bassin d'école, vers de nouveaux collèges dits favorisés de la métropole toulousaine. Et il y a eu énormément de mesures d'accompagnement. Je ne vais pas les détailler ici parce que ce n'est pas le propos. Depuis le transport gratuit dédié pour aller du quartier jusqu'au nouveau collège, tous les dispositifs déployés au niveau de l'éducation nationale, classe à 25 en 6e dans les nouveaux collèges, accompagnement de formation pour la formation des enseignants, mise en place d'une journée d'études annuelle rassemblant l'ensemble des acteurs, des personnels autour de ce dispositif et de ce qui se passe, échange de témoignages et de pratiques,
Il y a eu évidemment tout ce qui a été mis en place aussi du côté du département avec des dispositifs éducatifs spécifiques, comme de la mobilisation de volontaires civiques de la FEV dans les collèges, le renforcement des contrats locaux d'accompagnement à la scolarité avec les associations sur le quartier du Mirail. Enfin bon, voilà, je ne vais pas tout dire. Donc, on est vraiment sur un dispositif très massif, très radical, unique en France, puisqu'il a touché donc près de 1400 élèves du Mirail qui dorénavant sont affectés dans ces nouveaux collèges. Entre-temps, 2 nouveaux collèges, Saint-Simon et Guillermy, ont été construits vraiment à l'intersection d'un quartier résidentiel, Saint-Simon, et du quartier du Mirail. Et seules 2 écoles sont revenues vers ces nouveaux collèges, justement pour créer de la mixité dans ces 2 nouveaux collèges, reconstruits plus en proximité du quartier du Mirail. Je vais peut-être arrêter là sur le diagnostic et le dispositif de départ pour revenir. Alors, oula, ça va vite. Il y a un souci. Alors, les principes opératoires, donc c'est un peu ce que je viens de vous dire. Il y avait prioriser la mixité sociale, adapter l'action des services, construire avec les partenaires et co-décider, y compris en associant les publics. Donc, c'est un peu tout le point que je viens de vous faire. C'est pas simple parce que partir du principe qu'on priorise la mixité sociale sur la proximité avec l'établissement, ben, c'est un vrai choix en termes de valeur. Donc, ça va impacter forcément l'évaluation. Par ailleurs, on sait très bien que dans le quartier politique de la ville, il y a tout un accompagnement en place, accompagnement à la scolarité et auprès des familles. Et donc, en éloignant les établissements, ça posait aussi la question de la relation aux familles qui n'ont plus le collège en pied d'immeuble. Donc, pas forcément la même praticité pour aller toquer à la porte s'il y a un souci. On peut du coup... Alors, voilà. Alors là, ça vous donne l'ensemble des collèges de la métropole, tels qu'ils étaient en 2016 au moment où le dispositif a été décidé, et tel que ça se présente 4 ans plus tard, du point de vue du pourcentage d'élèves défavorisés dans les établissements. Les barrettes de l'histogramme qui sont cernées de noir, ce sont les établissements directement concernés par le dispositif et où on voit effectivement une augmentation de la présence du nombre d'enfants issus de milieux familiaux défavorisés au sein de ces établissements. En rouge, ce sont les établissements privés, dont on voit qu'ils accueillent globalement un public essentiellement favorisé. Donc, comme on le voit, ça a quand même permis de faire évoluer la population et les publics fréquentant le collège si on se réfère exclusivement aux revenus des familles et au PCS. La réalité est beaucoup plus complexe. Donc, j'avais fait un focus, du coup, voilà, j'avais fait un focus sur cette partie-là. Donc, on voit que ça, c'est les collèges vraiment impactés directement. Il y a aussi des collèges privés et on voit que ça a vraiment bien augmenté. Oui. Alors, là, c'est pour vous montrer, une des conclusions de l'évaluation, c'est que le terme mixité sociale, il n'y a aucune raison que ça s'applique exclusivement aux enfants défavorisés. La mixité sociale, par principe, c'est tout le monde. Donc, on a intégré dorénavant dans la représentation des publics qui sont accueillis dans les collèges, les populations intermédiaires et favorisées. Et donc, ça permet de mieux se rendre compte, en fait, du profil des publics accueillis et de la façon dont les publics des collèges sont composés. Alors, dans le groupe intercatégoriel éducation nationale, il y a eu une spécificité, ce groupe de travail et d'évaluation, c'est que c'est arrivé en pleine pandémie. Et donc, toute la méthode qu'on avait mis en place jusque-là pour produire l'évaluation, quand je suis arrivée au moment de la réunion, de l'animation de la réunion, il s'est avéré que j'étais face à des professionnels en souffrance, face à une situation totalement inédite de la pandémie, complètement bousculée dans leur pratique. Et donc, le choix a été fait de laisser la parole au groupe avec le sujet central qui restait, la mixité sociale et ce nouveau dispositif, mais vraiment de leur laisser la parole et de voir ce qui en émergeait. Donc, la méthode d'analyse appliquée après coup, elle a changé aussi. C'est un corpus que j'ai traité avec une méthode qui s'appelle la méthode IPA. Alors, je vais vous passer peut-être la méthodologie.
mais en tout cas, c'est une méthode qui permettait vraiment de traiter cette dimension très libre de la parole, hein, pour essayer de voir ce qu'il en avait émergé. Donc déjà, dans cette méthode, on s'intéresse à ce qui fait consensus et dissensus au sein du groupe de discussion. Là, en l'occurrence, on voit que ce qui fait consensus, c'est au niveau des gestes professionnels. Ils sont tous d'accord sur la qualité de ce geste, dans quelle mesure en sont-ils satisfaits. Alors, souvent, comme c'est une situation de changement important, puisqu'on est sur des collèges qui accueillaient un public plutôt homogène, favorisé, avec très peu d'élèves en grande difficulté, et d'un coup, on a un public beaucoup plus diversifié, avec des élèves, certains sont très bons, d'autres moyens, d'autres en très grande difficulté. En tout cas, ça changeait globalement le public avec lequel ils enseignaient habituellement. Aussi, il y avait un consensus sur les élèves issus de REP+. Ce qui était frappant, en fait, c'est que, encore une fois, c'est un dispositif de mixité sociale. Donc, ce n'était pas la dynamique globale de tout le groupe élève qui était discutée, mais il y avait vraiment cette focalisation sur les élèves dits défavorisés. Donc ça, ce n'est pas anodin, parce qu'encore une fois, on parle de mixité sociale, ça concerne la dynamique de socialisation et d'apprentissage de tous les élèves, pas spécifiquement la leur. Du point de vue de ce qui faisait dissensus, c'est justement comment on perçoit cette catégorie. Et là, on se rendait compte que d'un enseignant à l'autre, d'un professionnel à l'autre, les postures étaient très différenciées. Il y en avait qui étaient vraiment focalisés sur les aspects négatifs, la complexité que ça amenait dans le travail, et d'autres, au contraire, qui étaient vraiment très heureux de ces changements, parce que ça les obligeait à revoir leurs pratiques et à penser différemment la classe et son animation. La prise en charge des élèves en difficulté en dehors de l'éducation prioritaire, là aussi, il y avait dissensus entre eux. C'est-à-dire comment on perçoit l'éducation prioritaire, son efficacité, et comment on se disait, alors il y en avait qui disaient, nous, on n'est pas armés en fait pour accueillir des élèves autant en difficulté, ou avec des parents, des familles qui vont avoir du mal à communiquer avec nous, et d'autres qui disaient, mais l'éducation prioritaire n'a jamais été une solution efficace, on le sait, ça a été prouvé de multiples fois, quoi qu'il advienne, il faut aller vers autre chose. Enfin, le rôle des acteurs transversaux. Alors, quels sont ces acteurs transversaux? L'éducation nationale a mis en place des professeurs référents mixité et des maîtres mixité sociale pour accompagner le dispositif. Le maître mixité sociale, c'est un maître interdegré qui va suivre les élèves durant la dernière partie de l'année scolaire en CM2 et qui va ensuite, pendant la première partie de l'année scolaire en 6e, être présent sur le collège. Et il va faire le lien comme ça, il va aussi faire le lien pour la composition des classes, puisque la mixité sociale, pour être efficace, doit s'accompagner de mixité scolaire. Il n'est aucunement question de classe de niveau ici, parce que sinon, autant dire que ça ne sert à rien, on recrée du ghetto au sein des établissements. Donc voilà, donc ce rôle des acteurs transversaux, comme c'est nouveau, ça faisait dissensus. Par exemple, les professeurs référents mixité qui travaillaient justement à comment évoluer l'établissement, les pratiques professionnelles, l'aspect collectif, on va dire, leur légitimité, le poids de leur action n'était pas évident selon les établissements. Pareil pour les MMS. Les MMS, dans certains établissements, ils participaient à la composition des classes, ils faisaient aussi de la co-intervention en classe, et dans d'autres, pas du tout. Donc voilà, il n'y avait pas non plus là, on est dans une situation nouvelle, donc c'est normal aussi de tâtonner, mais il n'y avait pas de posture claire. On peut passer au point suivant, si vous pouvez ne pas bouger. Voilà. Alors, les 4 grands. Alors, si après, je regarde comment l'ensemble des discussions peuvent être regroupées, donc on a des grandes thématiques qui vont traverser et structurer le discours, enfin, les échanges. La première, c'est l'évolution du système scolaire vers un changement de paradigme. Alors, je ne vais pas les détailler ici, on vient dessus après. Ensuite, c'est les marges de manœuvre possibles et valorisées par l'institution. C'était le deuxième grand point, grande thématique qui rassemblait les discussions. La question des écarts de performance au sein du groupe élève et les effets sur les élèves et les pratiques professionnelles. Et puis enfin, dernière grande thématique, la différenciation des élèves, quelle catégorisation appliquer et pourquoi, avec un véritable enjeu derrière, puisque si on fait de la mixité sociale, ce n'est pas pour soi-même se mettre à adopter une posture discriminante.
Donc, du coup, c'est une vraie problématique à la fois de pratique professionnelle, mais aussi éthique, sur qu'est-ce qu'on mobilise comme catégorie et quelles sont nos fins. Alors, on peut peut-être passer à la suivante si ça se déroule pas trop vite. Alors, du point de vue de l'évolution du système scolaire, ce qui a été dit par l'ensemble des professionnels présents, c'est que globalement, on en a parlé un peu tout à l'heure, il y a tout un tas de réformes qui traversent l'institution, mais jusqu'à présent, on peut dire que ces changements qui sont profondément aussi influencés par les enquêtes internationales PISA et par cette espèce de vision comparative des différents systèmes scolaires, elles amènent l'école française vers une réflexion autour de l'école inclusive, être plus inclusif, la reconnaissance des besoins éducatifs particuliers. Parmi les changements, il y a aussi la question de la coéducation. On sait très bien, la recherche l'a montré, que la coéducation a un impact dans la qualité d'acquisition des savoirs. Donc, c'est important dans la mesure du possible d'avoir une coéducation efficace. Donc, tout ça, c'est énormément de changements pour les professionnels de l'enseignement. Donc, parmi les problématiques émergentes, il y avait cette fameuse reconnaissance des besoins éducatifs particuliers, parce qu'il n'y a pas forcément les outils dans les établissements pour faire le suivi. Déjà, c'est beaucoup de travail, le dossier, le suivi, puis il n'y a pas forcément les outils dans les collèges pour aussi, des fois, se transmettre l'information entre enseignants. Ça requiert beaucoup de temps, beaucoup plus qu'avant. Le reporting est chronophage. Sur la méconnaissance des publics issus de REP+, donc il y a des enseignants qui n'ont jamais enseigné en éducation prioritaire et qui dans le fond, avaient une connaissance assez faible de comment on peut intervenir plus spécifiquement sur le plan pédagogique et dans les échanges avec les familles. Et les fameux outils de coéducation. Un des gros points noirs, c'est que de nombreuses familles ont du mal à s'approprier l'ENT Pronote. Il n'y a pas besoin d'ailleurs d'être une famille issue de milieux sociaux défavorisés pour avoir du mal avec ENT et Pronote. Il y en a beaucoup qui font remonter cette difficulté. Et par ailleurs, l'éloignement de l'établissement, donc comme je le disais tout à l'heure, complexifie aussi la relation à l'établissement s'il y a un souci ou si quelque chose ne se passe pas bien. Alors, sur les marges de manœuvre autorisées par l'institution, non, c'était celle d'avant, voilà. Parmi les problématiques émergentes, il y avait, vu que c'était une situation nouvelle et inédite, le besoin de mutualiser beaucoup plus les expériences entre établissements, parce que d'un collège à l'autre, on voyait bien, donc il y avait 11 collèges, quand même, il y a 11 collèges qui sont concernés, les pratiques vont beaucoup varier. Et donc, il y avait le besoin de mutualiser ces expériences, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Pour ça, il faut du temps et les moyens d'être remplacés pour pouvoir se réunir aussi. La liaison école-collège, qui est indispensable comme passerelle, mais qui est encore insuffisamment valorisée. Et puis, ce fameux rôle des acteurs transversaux, avec la demande que soient stabilisées les bonnes pratiques, puisque il y a quand même, là maintenant, ça fait plus de 5 ans, 6 ans même, on commence à connaître les pratiques qui fonctionnent plus ou moins, ce qui serait… on parlait tout à l'heure de genre dans le métier et des styles. On voit bien que là, il y a des choses qu'on pourrait stabiliser. Commencer de se dire, tiens, c'est par exemple être associé systématiquement au moment où on prépare, on forme les classes en 6e, d'associer le MMS, on se rend compte que quand même, ça permet de constituer des classes qui fonctionnent mieux. Donc la suivante. Je regarde mon chrono, parce que je ne voulais pas être trop long. Alors, les écarts de performance au sein du groupe élève. Donc ça, c'est une vraie problématique, d'autant plus que l'évaluation a montré dans ses conclusions qu'à l'avenir, quand on va comme ça appairer un bassin d'école avec un collège, il est intéressant de vérifier le profil de l'école. Ce qu'a révélé l'évaluation, c'est qu'au-delà des PCS, en éducation prioritaire, on va avoir des écoles très hétérogènes et des profils de public très hétérogènes. Quand le public est défavorisé, ça ne signifie pas systématiquement
que les parents ne sont pas en capacité d'accompagner très efficacement la scolarité de leur enfant ou d'avoir des stratégies éducatives très claires et très ambitieuses. De la même manière, dans les écoles, on va avoir par exemple des écoles où on va avoir des cohortes d'élèves très instables parce que au niveau du domicile, on a des familles en grande précarité ou beaucoup d'élèves allophones. Et dans le même grand secteur de quartier, on va avoir des écoles avec des cohortes très stables, des familles qui sont un peu plus proches des catégories intermédiaires au niveau des revenus. Et donc, on a des profils d'écoles très différenciés. Et une des conclusions de l'évaluation, c'était de dire, entre autres, il est important, lorsqu'on appaire un collège avec une école, de vérifier quand même, de ne pas envoyer une école avec un public, par exemple, d'élèves très allophones, enfin souvent allophones et un peu plus fragiles, dans le collège où il y a le plus d'exigences en termes de performance scolaire. Parce que là aussi, les collèges entre eux, ils sont différents. Il va y avoir des collèges où on va pas, de par l'autonomie des établissements, on n'aura pas exactement les mêmes pratiques. Et il y a des collèges qui sont très tournés vers la performance. Voilà. Donc, c'est ces nuances-là, dans la vision des choses et dans la façon de constituer cette mixité sociale et scolaire, je le rappelle, que l'évaluation apporte un peu des éclairages. Et donc, ça renvoie aussi à ça. Ça veut dire comment finalement, côté enseignant, on arrive à développer des pratiques qui vont permettre un bon accompagnement des enfants dans ces groupes d'apprentissage très, très hétérogènes. Un autre aspect qui était important, alors là, du coup, ça n'apparaît pas là dans ces conclusions-là, mais à la différence du busing qui a été mis en œuvre aux États-Unis, ce qui se passe là en France, c'est intéressant parce qu'au sortir du collège, les élèves, pardon, qui sont déjà beaucoup plus grands que des enfants, ne sont pas systématiquement réorientés vers le lycée vers lequel habituellement ils étaient orientés quand ils sortaient du collège du quartier. Les familles et les élèves ont eu le choix d'aller vers le lycée vers lequel leurs camarades de classe vont habituellement dans leur nouveau collège d'affectation. Ce qui est intéressant, puisque d'après l'éducation nationale, 4 élèves sur 5 résidant sur le Mirail a fait le choix de rejoindre le lycée dans lequel leurs camarades de classe de leur nouveau collège vont. Donc ça, c'est intéressant. Dans le cadre du busing aux États-Unis, en fait, une fois que la période de transfert de l'élève était finie, il retournait dans les établissements les plus en proximité de chez lui, ce qui mérite quand même d'être discuté. Enfin, si on suit une logique, autant aller jusqu'au bout. Et que ce soit véritablement dans une logique d'émancipation, puisque c'est une des visées qui est intrinsèque à la mixité sociale et scolaire. Et donc, la dernière, voilà, hop, la dernière question, c'est la fameuse différenciation des élèves. Quelle catégorisation appliquer et pourquoi? Alors, par exemple, sur devoir fait, c'est intéressant comme dispositif parce que justement, ça peut permettre, alors à travers devoir fait, bon, ça a été pas mal éclairé au niveau de la recherche, je pense entre autres aux travaux de CACPO, on a externalisé une certaine forme de travail enseignant dans la famille. Le problème, c'est que les familles ne sont pas toutes égales dans leur capacité à accompagner ce travail scolaire. Donc, devoir fait, il a beaucoup d'avantages. Mais là, par exemple, on est sur des élèves qui vont qui vont voir leur temps de scolarité énormément augmenter parce qu'ils vont cumuler le dispositif devoir fait avec le transport scolaire, avec en plus des fois la participation aux classes, à l'association qui prend en charge sur le quartier. Donc, on a des élèves dont le temps de travail scolaire, la vie scolaire s'est considérablement allongée. Alors, le point positif, c'est que tout le monde témoigne sur le quartier même du Mirail qu'ils n'ont jamais vu un tel niveau d'engagement dans la scolarité des élèves avant le dispositif. En tout cas, là c'est devenu un objet de mobilisation beaucoup plus fort que par le passé. Mais ce n'est pas négligeable. En fait, cette augmentation du temps consacré à la scolarité n'est pas négligeable. Là aussi où le problème de la différenciation se pose, c'est sur la pertinence donc, des moyens développés pour les accompagner. Et puis la reconnaissance, donc je le disais aussi, des cas limites par rapport aux besoins éducatifs particuliers.
Il y a des élèves qui ne rentrent pas dans les outils de diagnostic pour identifier des besoins éducatifs particuliers, mais qui sont quand même des cas limites en termes d'apprentissage. Donc là, comment on les diagnostique, comment on les reconnaît, comment on les accompagne? Et est-ce que ça a réellement un lien avec le fait de venir du Mirail? Ça renvoie à la question de la catégorisation. Bon, quelle attention on porte, on prête à ces difficultés scolaires récurrentes et importantes pour certains? Et donc, ça renvoie aussi au fait que mixité sociale et mixité scolaire sont des problématiques finalement qui se confondent, puisque ça change tout l'environnement de travail que les personnels dans les collèges connaissaient habituellement. Donc, le point qui est intéressant, c'est que la réflexion que les personnels vers laquelle ils tendent à la fin des discussions, c'est que là où ils considèrent que le dispositif est réussi, c'est dès l'instant, en fait, où justement ces catégories cessent d'exister dans la vie quotidienne de l'établissement. C'est-à-dire que dans la vie quotidienne de l'établissement, plus rien ne motive cette catégorisation d'élèves issus de l'éducation prioritaire. Ça se conforte dans les conclusions générales de l'évaluation, y compris les observations pendant plusieurs mois que nous avons effectuées dans 3 collèges, toujours dans une approche qualitative, pour voir quelles étaient les dynamiques de socialisation à l'œuvre. Et on a conclu, c'est un peu, je vais dire, la phrase de conclusion, que la problématique de la mixité sociale était un problème d'adultes. Ce n'était pas le problème des élèves en eux-mêmes. Donc, et puis par ailleurs, donc, les élèves sont aussi très sensibles à la façon dont on les catégorise. Quand vous discutez avec eux, s'il y en a un qui fait une bêtise et que quelqu'un a le malheur de dire bah, c'est un élève du Mirail, là, ça, franchement, c'est très mal vécu, dans la mesure où ils disent on nous renvoie toujours au même stéréotype. Donc, la menace du stéréotype reste présente, d'où l'intérêt de s'interroger sur les catégories que l'on mobilise, y compris en évaluation, pour essayer de cerner, de saisir les phénomènes à l'œuvre dans un établissement mixte. Voilà, je conclurai là-dessus. Merci beaucoup. Passer directement au deuxième témoignage, là. Voilà, elle est... Voilà. Bonjour à tous. Donc, je prends la parole pour apporter un témoignage sur le travail qui est conduit par l'autonome de solidarité laïque. Je ne sais pas si vous connaissez tous ce qu'est l'autonome de solidarité laïque. Donc, c'est effectivement l'autonome de solidarité laïque est un ensemble associatif qui est présent dans pratiquement tous les départements et qui est animé par des personnels de l'éducation nationale qui sont des militants. Dans certains départements, il y a des équipes techniques, effectivement, de type secrétariat qui nous aident à fonctionner. Bon, les missions de l'autonome de solidarité laïque sont de 4 ordres, j'ai envie de dire, de protéger les personnels d'éducation, de les accompagner lorsqu'ils ont des difficultés et de les protéger. La deuxième chose, c'est d'analyser le climat scolaire. C'est pour ça que j'ai mis ce titre. À partir, effectivement, des travaux qui sont faits dans le cadre de l'accompagnement des personnels de l'éducation. Parce qu'effectivement, ce sont tous les personnels de l'éducation aujourd'hui qui sont accompagnés par l'autonome de solidarité laïque. Troisième point, c'est de former les enseignants. C'est-à-dire pour essayer d'améliorer effectivement le climat. Il y a une convention qui a été passée, je crois que c'est en 2012, avec l'Éducation nationale, qui nous autorise et qui nous demande de faire des formations dans le cadre du plan de formation académique. Alors, par exemple, il y a quelque temps, quand on a commencé à avoir des problèmes de violence et de harcèlement à l'école, on a organisé des stages de formation sur ce thème. Donc, on a proposé au personnel de notre académie. Et ensuite, il noue des partenariats
avec diverses associations, les syndicats, la MAIF, etc., etc. Voilà. Donc, ce sont, si vous voulez, les 4 missions de... Alors, pourquoi, je ne reviens pas en arrière, travaille avec ces associations pour effectivement porter les valeurs de notre école. Donc, voilà. Alors, je vais ce matin, là, enfin là tout de suite, travailler sur le premier objectif. Le premier objectif, c'est donc de protéger les personnels de l'éducation et de les accompagner dans les difficultés qu'ils ont. Alors, je commencerai. Alors, quels sont les types de problèmes, effectivement, les types de problèmes sur lesquels nous travaillons? Oui, bon. Il manque autre. Ça ne rentre pas tout à fait. Ah, si, moi, je ne le vois pas, mais ça y est. D'accord. Donc, voilà les types de problèmes que rencontrent les enseignants et sur lesquels nous travaillons. Donc, je vous le laisse lire. Monte ton micro. Le micro, ouais. Pardon. Voilà, donc il y a des agressions, il y a conflits, coups, etc., etc. Il y a donc des problèmes qui sont liés aux relations avec les élèves et les parents, mais il y a aussi des problèmes qui sont liés avec l'administration, que ce soit l'administration de l'établissement lui-même, ou que ce soit les relations entre enseignants et entre personnel de l'établissement, ou que ce soit avec l'administration départementale ou centrale. Voilà. Alors, comment va-t-on traiter, comment se passe le travail au niveau de l'ASL? Donc, les personnes concernées qui rencontrent des difficultés prennent contact avec l'ASL et sont reçues par un militant auquel ils présentent effectivement les difficultés qu'ils ont. Ils constituent d'ailleurs avant un petit dossier pour travailler dessus. Et selon la nature du dossier, il y a 2 façons de traiter, si vous voulez, d'engager le traitement. Il faut que je sois modeste par rapport à ça. D'engager le traitement de ces difficultés. Il y a ce qu'on appelle la protection juridique. La protection juridique professionnelle. Donc, ce sont les cas qui relèvent effectivement d'un traitement juridique. Ça peut être une diffamation intense, ça peut être... Vous avez par exemple un type de cas des élèves qui accusent un enseignant d'attouchement. Effectivement, moi, j'ai fait du sport avec un prof d'éducation physique qui m'a expliqué qu'à partir d'un certain moment, il ne paraît plus les élèves, les parait pour les retenir s'il y avait un problème, qu'il ne les paraît plus parce qu'il y a eu effectivement pas mal de cas où ils ont été accusés d'attouchement. Donc, ça va jusque-là. Hein. Donc, ce type de dossier, effectivement, ça ne se traite pas au niveau d'une médiation, d'une conciliation, mais effectivement, c'est pris en compte par la justice, c'est protection juridique professionnelle. Alors, comment peut-on faire ça? Mais tout simplement parce qu'il y a une équipe d'avocats conseils qui collabore, qui travaille avec l'autonome de solidarité laïque. Donc là, ce type de dossier est pris en charge de façon par les avocats et est traité au niveau, effectivement, de la justice. Le deuxième type de traitement, c'est le renseignement juridique personnalisé, RJP. Donc là, les dossiers, ce sont des dossiers qui ne présentent pas, si vous voulez, le danger que pouvait présenter le cas dont je viens de parler maintenant. Donc, ils sont pris en charge par un militant de l'autonome de solidarité qui a été formé quand même. Hein. On ne s'improvise pas comme ça du jour au lendemain. Donc, il y a une formation, soit par compagnonnage, soit parce qu'il y a effectivement des formations qui sont faites au niveau de l'autonome. Donc, ils sont traités. Et il y a un essai de médiation et de conciliation.
Voilà. Alors, est-ce qu'on a beaucoup, effectivement, de... Voilà. Donc, je donne quelques éléments, effectivement. J'ai mis cette diapo parce qu'on a les deux types de dossiers, donc que vous puissiez visualiser PJP et RJP. Et effectivement, le nombre, je donne quelques informations sur le nombre d'adhérents à l'autonome de solidarité parce que on peut se poser la question de la représentativité par rapport à la question du climat scolaire, de la représentativité de ce qu'on fait dans le cadre de la SL par rapport à ce climat scolaire, effectivement. Ancienne prof de maths, vous comprenez que effectivement la représentativité était importante pour moi. Donc, vous voyez déjà qu'il y a de nombreux adhérents à cet autonome. Ça fait presque la moitié du personnel de l'éducation nationale. Donc, effectivement, c'est énorme. Et au niveau des dossiers, si vous voulez, nous avons, pour la protection juridique professionnelle, nous avons 4800 dossiers, à peu près 4500, 4500 dans les deux catégories. Donc, ça fait quand même pas mal de dossiers traités. Alors, je donnerai quelques... voilà, je descends un peu. Je crois que j'ai fait trop de... Voilà. Ça y est, on voit tout? Ouais. Donc, les dossiers, donc vous voyez, en 2002, en PJP, il y a 4485 dossiers, c'est-à-dire un peu moins qu'en 2001, mais par rapport aux dossiers de renseignement juridique personnalisé, il y en a davantage qu'en 2001. Donc, en gros, on traite autant de dossiers que ce soit en PJP ou que ce soit d'une année à l'autre. Voilà. Alors maintenant, je vais passer à l'analyse des divers types de dossiers et voir effectivement les dossiers PJP. Alors, qu'est-ce qui nous arrive dans ces dossiers PJP? Voilà. Donc, ce qui apparaît, j'ai mis en rouge, si vous voulez, les dossiers qui sont en augmentation, et c'est en pourcentage, bien sûr, les dossiers qui sont en augmentation de 2001 à 2002. Donc, agression, conflit, diffamation, harcèlement interne, insultes et menaces, ça c'est par les parents, voilà. Et ben là, c'est ce qu'il y a de plus important comme, voilà. Mais je ne suis pas très maline avec cet instrument. Ce qu'il faut remarquer quand même, c'est qu'il y a en deuxième ligne la question des conflits, qui sont des conflits intérieurs à l'établissement. Et ce qu'il faut remarquer, c'est qu'effectivement, il y a une augmentation d'une année sur l'autre, là 5, 4, 6, 3, ça fait presque d'un point, qui n'est pas négligeable et qui va être significative par rapport au deuxième point, au deuxième témoignage que j'apporterai ensuite. Donc, nous avons cette quantité de dossiers et je mets effectivement le schéma parce que le schéma permet peut-être de voir que ce qui est prégnant, c'est d'une part agression, diffamation, insultes et menaces. D'accord? On a là, effectivement, donc un petit peu moins peut-être harcèlement interne et donc conflit, je disais tout à l'heure. Donc c'est prégnant dans les dossiers de PJP. Voilà le résumé. Alors, la majorité des dossiers donc, concernent agression, sentiment d'agression, avec ces trois, la diffamation
qui reste constante de 2021 à 2022, insultes et menaces qui augmentent, agressions qui augmentent aussi, et les demandes sont déposées par qui? Les enseignants du premier degré à 42 et quelques %, et les enseignants du second degré à pratiquement 30%, des directeurs d'école et des chefs d'établissement. Et dans la majorité des cas, donc, enfin dans la moitié des cas, 50% des cas, ce sont les représentants légaux ou un proche de la famille, et 17% des cas, ce sont les élèves. Mais les parents sont très présents, enfin les parents, je dirais les représentants légaux, c'est le terme employé, mais c'est le terme juste. Et effectivement, c'est quand même considérable. Et c'est vrai que les enseignants du premier degré sont confrontés à ça beaucoup plus que les autres. Vous avez des parents qui sont mécontents, qui viennent dire aux enseignants, ça fait partie des cas, moi j'ai une liste de cas que nous avons traités, ils viennent voir les parents et ils viennent dire, vous avez harcelé mon enfant, vous avez tapé mon enfant. Voilà. Donc, et donc, c'est plus fréquent, ça, dans le premier degré que dans le second degré. Alors que les coups, la violence physique, est plus fréquente dans le second degré, bien entendu. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire à propos de ça? Oui, mais c'est tout. Je vais passer au cas de RJP, renseignement juridique professionnel. Là encore, donc, on se rend compte, toujours en rouge, que effectivement, les agressions augmentent de façon non négligeable. Je passerai au conflit après. La diffamation augmente légèrement. Les litiges, on a des litiges en reconnaissance administrative. Là, on en a quelquefois, mais bon, c'est pas... ça arrive à se régler, ça. Et les questions de mœurs, je vous parlais tout à l'heure, effectivement, des accusations portées contre certains professeurs d'éducation physique, mais il n'y a pas que les professeurs d'éducation physique. Dès qu'un enfant dysfonctionne, bien souvent, les parents accusent l'enseignant de faire ceci ou de faire cela. Ça permet effectivement de relativiser les difficultés que peuvent avoir leurs enfants. Or, l'autonome de solidarité se rend compte qu'effectivement, bien souvent, ces agressions sont faites par des enfants, pour une bonne partie, en tout cas, par des enfants qui ont des difficultés comportementales, des difficultés d'intégration, effectivement, de façon plus générale, pas seulement dans l'école, d'intégration de façon plus générale. Et je passerai au conflit, donc, à l'intérieur des établissements, pour montrer que là, ça constitue quand même, en 2002, 29% des dossiers que nous avons traités, ce qui est énorme, contre 25,5% l'année d'avant. Donc ça traduit, si vous voulez, un climat à l'intérieur des établissements qui est en train de... Pardon ? Qui est en train de se dégrader. Donc ça, je crois que c'est effectivement très important. Alors, pour que vous voyez mieux peut-être, et ça c'est mon côté prof de maths aussi, je mets le graphique. Donc, on voit bien effectivement que les conflits, là, dans ces types de dossiers, prennent une importance tout à fait considérable. Et on a toujours, effectivement, les cas... Voilà, nous y voilà. Donc, les cas, conflit, on est près de 30%, diffamation, insulte, menace et agression, donc c'est beaucoup. Donc, 10 points, ces dossiers ont pris 10 points en 2020 et 8,5 points en 2022. C'est considérable. Et là, qui dépose, ben, c'est toujours pareil, enseignant à 72%, directeur d'école 22,6%.
hein, les directeurs d'école sont en première ligne. J'ai essayé de faire une synthèse de l'ensemble là, donc à la fois typologie par PJP, hein, donc vous voyez, en 2021, 76,80% des dossiers, en 2022, 80,61% des dossiers pour les PJP. Pour les RJP, oui, alors quand même, c'est intéressant de regarder ce qui est dessous, c'est-à-dire 70% des déclarations relatives aux diffamations sont faites par des enseignants du premier degré à 42% et du deuxième degré à 29,8%. Et c'est vrai que les enseignants du premier degré sont aux premières loges pour se faire agresser par les parents, même à l'école maternelle. Nous avons des dossiers à l'école maternelle. Donc, ça va jusque-là. Et donc, les personnes impliquées, ce que je vous disais tout à l'heure, 48% des représentants légaux, donc plus 10% par rapport à l'année d'avant, et 17% des élèves. Alors, dans les dossiers de RJP, donc, nous avons, vous voyez, les pourcentages sont pas mal non plus. Donc, nous avons 72% en 2021, légère baisse 65,45% en 2022. Voilà. Après, voilà. Donc, j'arrête ici. Donc voilà, si vous voulez, pour les dossiers que nous traitons effectivement, soit dans le cadre des PJP, soit dans le cadre des RJP. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de présenter les résultats de l'enquête rapidement, parce que je voulais vous dire aussi que, donc je ferme ça. Oh, j'ai fait une bêtise. Je voulais vous dire aussi que l'Autonome de solidarité laïque a organisé en 2013 une enquête sur le climat scolaire. Et l'année dernière, le climat scolaire premier, second degré. Et l'année dernière, elle a organisé la première enquête, donc presque 10 ans après, pas tout à fait, dans le second degré, toujours sur la même question, pour effectivement essayer de mesurer les transformations vécues par les personnels et l'évolution de leur perception en 10 ans sur ce qu'ils vivent dans le terrain. L'enquête pour le premier degré est en train de se faire cette année, donc je n'ai pas bien sûr les résultats. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est effectivement les constats qui ressortent, qui sont faits de cette enquête sur le second degré. Un climat qui se dégrade dans les établissements. Entre personnels, hein. Un quotidien avec les élèves. Alors, je ne sais pas qui en a parlé tout à l'heure, mais ça rejoint ça. Plus favorable. Une perception de la violence qui ne bouge pas beaucoup. Les violences subies sont plutôt en baisse. Une défiance forte par rapport à la haute hiérarchie. Un effondrement de la qualité de la relation entre adultes. C'est les conflits dont on a parlé effectivement, le témoignage de la SL, là, et on ne peut pas aller contre. Hein. Et de nouvelles problématiques à interroger autour de la laïcité à l'école. Alors, j'y vais un petit peu. Le climat scolaire qui se dégrade. Nous avons en 2013 37,8% d'insatisfaits. En 2022, nous en avons 50,7%. Sur cela, nous avons 56% en lycée professionnel. Donc là, c'est encore plus difficile. 54% en collège et 41% dans les lycées d'enseignement général et technologique.
une relation aux élèves, positive aux élèves. Alors moi, ça m'a fait plaisir quand j'ai lu ça, effectivement, puisque effectivement, l'enquête de 2013 disait que c'était positif à 78,2%, et en 2022, ça s'est amélioré. Contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on entend tout ce qui se passe et quand on entend ce que je viens de vous dire par rapport aux dossiers qui nous ont été déposés. Le sentiment d'être respecté, je n'ai pas retrouvé les résultats en 2013, mais en 2022, il y a 49% des gens qui se sentent respectés. Il y en a qui n'ont pas répondu et il y en a qui ne se sentent pas respectés à 15%. Pour ce qui concerne la violence, la victimation par les élèves a légèrement, mais significativement diminué. Donc, 42% en 2013, 40% en 2022. Et pour les violences physiques, il y a quand même, en 2013, il y avait 95,2% des gens qui n'avaient, des enseignants qui n'avaient jamais été frappés. Et là, c'est 98% qui n'ont jamais été frappés. Donc, effectivement, on peut se réjouir, même si on peut pleurer que ça existe encore. Bon, alors, les violences sont... et il y a les violences qui sont dans l'établissement, elles sont plutôt internes aux établissements. Il y en a très peu d'enseignants qui sont agressés à l'extérieur de l'établissement. Ça, je crois que c'est important. Voilà. Alors, arrivons à ce qui va, moi qui m'inquiète par rapport au climat dans les établissements et de manière générale dans l'éducation nationale. Une défiance forte à l'égard de la haute hiérarchie de l'éducation nationale. Moi qui ai été IAIPR, je me cache. Alors, 78% ont le sentiment de ne pas être respectés par la hiérarchie hors établissement. Et 22% simplement estiment être respectés. Et cela est lié, alors vous avez les personnes qui sont intervenues avant moi en ont parlé, cela est lié à l'évaluation très négative qu'ils font des réformes de leur application et au fait que ces réformes sont imposées sans tenir compte de leur avis. Elles sont imposées par des gens qui n'y connaissent pas grand-chose, a-t-on dit tout à l'heure, et effectivement, l'insatisfaction, on comprend pourquoi, et le manque de confiance, hein, moi je trouve, et le manque de respect que ça suppose. Donc, seuls 7% des enseignants sont favorables. Par rapport à la formation, effectivement, il ressort. En 2013, 58% s'estimaient mal formés, mais en 2022, 66,4% des répondants se sentent mal formés. C'est énorme, complètement énorme. Et on peut comprendre pourquoi. Je continue à travailler dans le cadre d'une structure avec l'INSPE, et quand je vois effectivement les transformations qui sont faites, je me dis, oui, ben, j'aurais appris à enseigner de cette manière-là, je crois que je ne sais pas ce que j'aurais fait dans ma classe. Hein. Voilà. Et par contre, donc, chez les enseignants formés contentement, 44% sont pour la réforme des lycées et 46,6%, vous le lisez, pour la réforme du bac. Donc, le point de vue des enseignants et le point de vue des chefs d'établissement ne sont pas tout à fait de même nature par rapport à ces réformes et qu'elles soient de l'établissement, du fonctionnement de l'établissement, de la formation ou du bac. Voilà. Et donc, ça m'inquiète. Je ne sais pas vous, mais de façon générale,
il y a une insatisfaction croissante par rapport au métier entre 2013 et 2022. En 2013, 31% ne sont pas satisfaits du métier. En 2022, 55% ne sont pas satisfaits. Donc, plus de la moitié. Et dessous, je ne sais pas si vous lisez dans la presse, mais un tel a quitté son poste d'enseignant, un tel a abandonné l'éducation nationale, etc. Voilà où nous en sommes. Donc, en 2013, il y en avait 30% qui songeaient à quitter le métier. En 2022, nous en avons 51,3%, c'est-à-dire plus de la moitié. Donc, il se pose quand même un problème de la gestion des équipes enseignantes si on ne veut pas arriver, et ce n'est pas seulement qu'il nous manque des enseignants comme ça en général, c'est que là, même chez ceux qui sont présents, qui travaillent actuellement, on en a plus de la moitié qui envisagent de faire autre chose et de quitter ce métier. Moi, ça m'affole. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, ça m'affole. Bon, et le dernier point de l'enquête que j'ai trouvé intéressant, et c'est pour ça que je me permets de le rajouter, nouvelle problématique à étudier autour de la laïcité et du rapport à l'école. Le sentiment d'une laïcité menacée. 53% partagent cette inquiétude, et cela est lié, semble-t-il, à l'appréciation du climat scolaire. Donc, 66% se disent insatisfaits du climat et 38% par rapport à ces 53 qui seulement en sont satisfaits. Ensuite, la deuxième chose par rapport à ça, c'est des élèves qui ne savent pas forcément, certains, hein, pas tous, hein, qui ne savent pas modérer leurs propos. Insultes, propos racistes et xénophobes, LGT-phobie, et même à propos des religions, ils font des remarques dans tous les sens. Et puis, les complotistes. Effectivement, il y en a parmi les adultes, et je trouve qu'il y en a de plus en plus, et ça se traduit aussi chez les enfants. Ensuite, il y a des enseignants qui sont attaqués, et aussi bien dans les contenus que dans les méthodes. Ce sont les enseignants qui font des enseignements minoritaires, comme les langues locales. Donc, ceux-là, ils sont attaqués, effectivement. Et souvent en lien avec la religion, les contenus sont remis en cause. Et 3,7% de l'échantillon le vivent très souvent. D'accord? Donc, je crois que là aussi, il faut quand même être très vigilant par rapport à ça, parce que, en plus, avec ce qui se passe actuellement pour les interdictions de ceci, de cela et du reste, que je partage d'ailleurs, je suis d'accord, et donc nous devons être vigilants par rapport à ces problèmes qui arrivent, et il ne faudrait pas que ça augmente de manière considérable. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tenu le temps, j'avais amené mon portable, mais je ne l'ai pas regardé. Voilà ce que j'avais à vous dire, et puis voilà. Merci. Oui, donc on va donner la parole à donc à Emmanuel Jardin, hein, je vous l'avais annoncé tout à l'heure, là, donc il va se présenter, philosophe très connu au GREP, là. Bon, bonjour, je me doute que vous êtes fatigué, que vous commencez à avoir un peu faim. Donc, je vais essayer de ne pas être trop. Je vais essayer d'être assez rapide, pas trop long. D'abord, je me présente pour vous dire d'où je parle. Alors, pour moi, pour le coup, vous allez vraiment avoir le témoignage d'un enseignant en fonction.
Voilà, et du coup, sans doute, je ne vais rien vous dire de très, très surprenant parce que mon témoignage, en réalité, ne va être qu'une illustration, confirmation de ce qui a pu être dit par Françoise Lantôme et de ce qui vient d'être établi avec les données analysées de l'ASL. Donc d'abord, vous dire d'où je parle. Moi, voilà, je suis professeur de philosophie de l'enseignement secondaire et je suis enseignant-formateur à l'INSPE de Toulouse en didactique de la philosophie. J'ai une certaine expérience, si je puis dire, professionnelle, puisque je viens de faire ma 36e rentrée dans l'éducation nationale, dont ma 31e rentrée en tant que professeur de philosophie et ma 8e rentrée en tant qu'enseignant formateur à l'université de Toulouse. Il se trouve que voilà, je suis rentré en 1988 dans l'éducation nationale. J'y étais, on m'appelait pion à l'époque. Après, j'ai été enseignant contractuel, puis professeur certifié. J'ai été chef d'établissement pendant 2 années dans un établissement expérimental de l'éducation nationale. J'étais ensuite chargé de cours en philosophie et sociologie de l'éducation à l'université de Caen. J'ai été pendant 5 années chargé de mission à l'innovation pédagogique dans l'académie de Caen et je suis donc maintenant formateur à l'université de Toulouse, à l'INSPE de Toulouse. Donc voilà, il se trouve que voilà, ça fait que j'ai une certaine connaissance de l'institution éducation nationale et aussi dans le premier degré parce que j'ai aussi la chance d'être le fils d'une institutrice qui a fait toute sa carrière en CP et l'époux d'une professeure des écoles qui enseigne depuis 25 ans en moyenne et grande section. Donc voilà, j'ai une certaine connaissance, je dirais, intérieure de l'institution. Alors, je corresponds parfaitement, mais parfaitement, au portrait que Françoise Lantôme a produit de l'enseignant de plus de 50 ans qui est encore heureux dans le métier. Je veux dire, les 6 points, les 6 cases, je les coche absolument. Mais je suis aussi tout à fait caractéristique du sentiment général qui traverse les enseignants. C'est-à-dire qu'à titre personnel, je suis heureux dans mon métier, que je continue à exercer avec passion et je suis en même temps extrêmement inquiet, fatigué et en colère par rapport à l'évolution du métier d'enseignant. Et au fond, cette colère, cette inquiétude, cette fatigue, comme l'a dit Françoise Lantôme, peuvent s'expliquer quand même par des choix politiques qui ont été faits vis-à-vis de l'éducation nationale depuis 30 ans. Et je voudrais simplement brosser très rapidement les éléments d'évolution qui créent ce malaise enseignant qu'on a pu voir au fond dans les données de l'ASL, c'est-à-dire le paradoxe d'enseignants qui se disent assez majoritairement, ce qu'on avait vu dans le dépouillement du questionnaire, Crédit Mutuel, c'est-à-dire des enseignants qui, à 70%, se disent heureux dans leur métier et pourtant, eh bien, qui à plus de 50% se disent insatisfaits de leur métier et envisagent de le quitter. Oui, là, il y a un paradoxe qu'il faut éclairer et je pense que là, il y a un sentiment d'une évolution négative du métier qui met les enseignants dans une situation de souffrance par les contradictions au cœur desquelles ils se trouvent pris. Je voudrais illustrer ça par cette idée, vous voyez, à chaque fois, tous les ministres depuis 30 ans qui viennent, ils arrivent et disent on va restaurer l'autorité des enseignants. C'est-à-dire que la question politique se pose toujours en termes d'autorité. Mais ici, avec une espèce d'incompréhension tout le temps, l'autorité, ce n'est pas une disposition personnelle des individus. L'autorité, c'est quelque chose que l'on exerce au nom d'eux. On a toujours de l'autorité par le truchement de la considération que l'institution que l'on représente au nom des élèves nous accorde. L'autorité, elle est toujours au nom d'eux. Et en tant qu'enseignant,
nous nous adressons aux élèves, aux parents, nous nous adressons au nom de l'institution. Et c'est sans doute cette difficulté grandissante à parler au nom de l'institution qui traverse les enseignants et qui, à mon avis, est à la source du malaise enseignant. Alors, comment, au fond, ce malaise a-t-il pu grandir? Il me semble que là, et cette idée que les enseignants ne se sentent pas considérés par leur institution, eh bien, ce sentiment n'est pas un pur sentiment, il a des bases objectives. Ces bases objectives, elles sont au nombre de 3, et je vais y aller très, très rapidement. L'évolution des rémunérations, l'évolution du temps et de la charge de travail, et l'évolution des relations entre l'administration et ses agents. Alors, les choses sont connues, je m'appuie quand même sur des chiffres qui viennent de la DGAFP, c'est-à-dire Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique, et du ministère de l'Éducation lui-même. Quelques chiffres, d'abord si on regarde du côté de l'évolution des rémunérations. Entre 1982 et 2009, l'évolution des rémunérations pour les cadres non enseignants dans la société française, l'évolution de leur rémunération sur cette période a été de 18%. Pendant la même période, l'évolution de la rémunération des enseignants a été de moins 16%. On voit bien, plus 18% pour les professions intellectuelles supérieures hors éducation nationale et moins 16% pour les professions intellectuelles supérieures éducation nationale. Il y a forcément, au travers de ce chiffre, une dévalorisation à la fois matérielle et symbolique du métier d'enseignant. Si on prend un autre chiffre, vous savez, très connu, pour, au fond, qui va déterminer la place des enseignants dans la stratification sociale. Au début des années 80, quand un enseignant commence sa carrière, un enseignant du secondaire commence sa carrière, il gagne 2,3 fois le SMIC. Il appartient donc nettement aux classes moyennes, voire aux classes moyennes supérieures. En 2021, il gagne 1,2 fois le SMIC. Il a donc, il appartient économiquement beaucoup plus aux classes populaires ou en tout cas aux classes moyennes inférieures. Voilà. Et donc, il y a eu une dégradation du statut social des enseignants avec ce paradoxe qu'entre-temps, leur niveau de certification, leur niveau de diplôme a augmenté, notamment pour les enseignants du premier degré avec l'intégration dans le corps de professeurs des écoles et pour les enseignants du secondaire avec la masterisation de la formation. Et donc, tout enseignant du secondaire aujourd'hui est au moins titulaire d'un diplôme de Bac plus 5 pour pouvoir enseigner. Alors, si on met en regard l'évolution défavorable de la rémunération, j'ajoute qu'entre 2000 et 2020, la rémunération des enseignants en euros constants, si on prend à même échelon, est de l'ordre de 20%. Donc, vous voyez que la chose est quand même spectaculaire. Ce n'est pas une évolution marginale, mais bien une évolution massive. Et si on met en regard l'évolution de la charge de travail, mais il faut se rappeler d'un certain nombre de choses. Réforme des 35 heures. Les enseignants sont exclus de la réforme des 35 heures. Vous voyez ce que ça veut dire ici en termes de signes envoyés? On ne va pas baisser le temps de travail des enseignants à 35 heures. Ils doivent déjà travailler bien moins de 35 heures. D'accord? Donc, vous voyez, alors même que de manière constante depuis 30 ans, les enquêtes du ministère de l'Éducation nationale lui-même indiquent que le temps moyen de travail des enseignants est autour de 43 heures. Et d'ailleurs, on ne comprend pas cette exclusion des 35 heures puisque le service des enseignants était calculé sur la base de l'ancien temps de travail 39 heures, c'est-à-dire pour un enseignant certifié 18 heures et on compte 1 heure en classe égale 1 heure de préparation-correction, donc 18 par 2, 36, plus 3 heures de réunions de toutes sortes. On a donc un service à 39 heures. Donc, on était à 39 heures et pourtant, on a été exclu du passage aux 35 heures. Vous voyez, et là, pour le coup, l'État employeur qui lui-même faisait cette réforme des 35 heures n'appliquait pas à
ses propres fonctionnaires, ce passage aux 35 heures. Bon, donc on a ça. Qu'est-ce qui se passe aussi? Moi, je rentre au début des années 90 dans l'éducation nationale. Pour avoir une carrière complète, je dois 37 annuités et demie. J'en dois aujourd'hui 43, d'accord? Plus 5,5 années, qui représentent eh bien, plus 15% de temps de travail sur une carrière. Si j'ajoute à cela, pour l'accroissement, la charge de travail, le nombre moyen d'élèves par classe a augmenté entre le début des années 90 et aujourd'hui de 10%. Alors, je vais être extrêmement concret, ça veut dire pour moi, professeur de philosophie. Quand j'ai commencé à enseigner, le service d'un professeur de philosophie, c'était en moyenne 4 classes et à peu près 100-110 élèves. Aujourd'hui, on est plutôt en moyenne à 6 classes et à 160-170 élèves. Très concrètement, et les textes par contre n'ont pas changé, nous devons à nos élèves 8 devoirs type bac corrigés pendant l'année. 60 élèves de plus en moyenne, 8 devoirs, 480 copies, entre 100 et 120 heures de travail supplémentaire. Voilà, ça veut dire ça très concrètement. Donc, si on ajoute l'accroissement de la charge administrative qui tient au développement du numérique, là, mais ce n'est pas vrai pour nous simplement, c'est quelque chose qu'ont connu aussi en particulier hein, le monde de la santé, eh bien, la charge de travail des enseignants n'a cessé de s'accroître. Donc, la logique sur ces 30 années a été pour les enseignants le travailler plus pour gagner moins. Et ce que l'on nous dit aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une revalorisation historique. Mais on voit bien qu'y compris dans ce terme de revalorisation historique, il y a d'une certaine manière un aveu de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la revalorisation historique est au fond eh bien, l'arrêt de la dévalorisation historique continue. Si on prend la loi, avec la loi Pacte qui redéfinit le service des enseignants, il y a une partie socle et une partie variable. La partie socle de la revalorisation, eh bien, en fait, ne couvre pas l'inflation. Si bien que les enseignants, s'ils veulent, eh bien, en effet, et ils le peuvent, avoir une revalorisation de 10%, qui à ce moment-là, en effet, leur permet une authentique augmentation de leur rémunération par rapport à l'inflation, ils doivent encore travailler plus. Puisque je rappelle aussi qu'à partir des années 2000, et ensuite ça a été en 2017, je crois, eh bien, pour les enseignants, sont devenus obligatoires les 2 heures supplémentaires. 2 heures supplémentaires, 18 plus 2, 20, ça veut dire encore 10% d'augmentation du temps de travail. Donc, le temps de travail hebdomadaire, le temps de travail sur une carrière n'ont cessé de croître et on a une augmentation qui, cumulée, représente 25 à 30%. Avec une rémunération qui, elle, chute de 20%. Et donc, vous voyez bien que le sentiment est objectivé. Bon, et puis, eh bien, on peut donner donc travailler plus pour gagner moins, et on voit bien que ce sentiment, pour le coup, de dégradation des conditions de travail, de dévalorisation sociale, c'est accompagné d'un sentiment aussi d'impuissance, puisque, et ça a été mis en particulier en évidence par un sociologue qui s'appelle Pierre Merle, dans un ouvrage qui s'appelle « La démocratisation de l'enseignement », qui montre qu'en France, chiffre à l'appui, tout le système scolaire français est organisé selon un principe non pas de discrimination positive, donner plus à ceux qui ont moins, mais selon un principe de discrimination négative qui consiste à donner plus à ceux qui ont plus, en termes de moyens financiers, en termes de niveau de formation des enseignants qu'ils ont face à eux, en termes de temps d'éducation dans leur vie. Et donc, vous voyez, le système, nous savons bien que le système est injuste et que nous participons, au fond, d'un système injuste, ce qui altère, au fond, aussi la question du rapport du sens que nous donnons à notre travail. Et enfin, eh bien, une dégradation, et là, ça a été dit et redit, des rapports avec notre administration. Ici, ce qui a été fondamental, ça a été la loi, mais une loi qui est passée à peu près sous silence, qui n'est pas beaucoup apparue dans les médias, qui est une loi de 2019, qui a été faite déjà par Olivier Dussopt, celui qui a fait aussi la réforme des retraites, qui était la réforme de la fonction publique. La réforme de la fonction publique, elle a acté 2 choses pour l'éducation
nationale. Elle a acté, d'une part, comme dans toutes les administrations de la fonction publique, 20% d'agents non titulaires, contractuels, dans l'éducation nationale. Autre chose, fin du paritarisme, c'est-à-dire que la gestion des carrières des enseignants est laissée totalement à l'administration sans relation a priori avec les représentants des enseignants. Les représentants des enseignants, les représentants syndicaux, ne peuvent intervenir qu'a posteriori dans des situations contentieuses. Une situation contentieuse. Ça veut dire que le rapport de l'administration aux représentants de l'éducation nationale ne se déploie que dans les relations contentieuses et non pas dans la définition des conditions de travail et dans la gestion des carrières. Ce qui veut dire que c'est bien cette réforme a acté une relation de défiance de l'administration à l'égard de ces agents. Le fait qu'il y ait 20% d'agents non contractuels, ça a bien évidemment entraîné une précarisation accrue d'un certain nombre d'agents et d'enseignants. Et nous, on le voit bien quand on est dans les salles des profs, vous avez des gens avec des statuts extrêmement différents, dont les intérêts et la situation statutaire est totalement différente. Vous avez des gens qui peuvent être payés de 1 à 3 fois plus pour faire le même métier. Vous avez des gens qui travaillent avec des contrats de vacances à vacances sans être payés pendant les vacances. Vous avez des gens qui sont titulaires de leur établissement et d'autres qui bougent d'établissement en établissement et dont le maintien dans l'établissement dépend au fond des bonnes relations qu'ils vont entretenir avec le chef d'établissement. Tout ça, ça a contribué à quoi? À atomiser les collectifs enseignants. Précarisation des agents, atomisation des collectifs enseignants. Et dernier élément, mais ça a été noté, l'espèce de mouvement brownien dans lequel nous sommes tous pris avec cette logique de la réforme, et ça a été dit, mais particulièrement accélérée depuis 2017. Je vous donne un exemple très très simple. Moi, je suis à la fois au lycée et à l'INSPE. La réforme du lycée et du bac ont été engagées en 2018. C'est donc la 5e année que nous sommes dans cette réforme. Ça fait 5 années de suite que nous ne travaillons pas en terminale et pour préparer nos élèves au bac avec les mêmes règles du jeu. Les règles du jeu ont sans cesse changé depuis 5 ans. La réforme est en cours de réforme depuis 5 ans. Ce qui est vrai pour le lycée est vrai aussi pour l'INSPE. Je suis depuis 8 ans à l'INSPE. Je n'ai pas fait 2 rentrées successives avec les mêmes règles du jeu, la même définition de la formation des enseignants. Bref, les réformes introduisent de l'instabilité. Alors, vous voyez bien que tout à coup, on a cette compréhension à avoir entre la définition d'un but, restaurer l'autorité des enseignants et les moyens mis en œuvre. Vous voyez bien que les moyens mis en œuvre, c'est dégradation des conditions matérielles et symboliques du travail des enseignants, accroissement de leur charge de travail, déconsidération dans les rapports avec leurs interlocuteurs institutionnels et déstabilisation permanente de leur cadre de travail. Vous voyez bien que ces 4 facteurs sont des facteurs qui, en eux-mêmes, tendent à altérer les conditions de possibilité du maintien même de l'autorité. C'est-à-dire que, dans la pratique, l'institution fait exactement le contraire de ce qu'elle prétend faire en finalité. Et donc, c'est dans ce grand écart que se situent les conditions d'exercice du métier des enseignants. Et il me semble que, on peut, à partir de cela, éclairer le paradoxe qu'on a cessé de vous montrer depuis ce matin, d'enseignants qui, à titre individuel, peuvent être heureux parce qu'ils estiment que leur métier a de la valeur et qui, en même temps, sentent bien qu'ils ne vont pas pouvoir, dans les conditions qui sont faites, continuer à le faire longtemps parce qu'ils vont se sentir, parce que c'est un métier du soin,
le métier d'enseignant, le métier du soin au sens de, non pas soigner, mais au sens de prendre soin, d'accompagner. Et sans doute, moi j'ai compris ça il y a 4 ans, je faisais une formation avec des collègues, et il y avait des collègues de lycée professionnel, et il y avait une collègue qui enseignait en lycée professionnel dans les métiers de l'accompagnement à la personne et du médico-social, et qui avait été infirmière auparavant. Et elle avait quitté l'hôpital au début des années 2000 avec un argument simple. Elle a dit: on ne peut plus travailler, les conditions institutionnelles de travail font que nous, soignants, nous devenons maltraitants. Voilà l'idée. Elle a dit: je suis venue dans l'éducation nationale pour échapper à cette logique. Eh bien, c'est exactement cette logique que je vois en œuvre mise dans l'éducation nationale. Quand on voit aujourd'hui comment souffre le monde de l'hôpital, nous savons que si nous n'inversons pas très rapidement les logiques institutionnelles des réformes de l'école, ce sont exactement les mêmes souffrances qui vont arriver dans l'éducation nationale. Merci. Alors, cet après-midi, encore une fois, on va rentrer dans cette démarche d'atelier, les ateliers avec les 3 thèmes. Les 3 thèmes qu'on aura cet après-midi, je vous le rappelle, vous allez travailler en parallèle sur 3 ateliers. Il y en aura un qui sera sur l'inclusion et les conditions de sa réussite, le deuxième sur la hiérarchie et les conditions de développement professionnel, et le troisième sur le travail collectif, les conditions pour le développer. À chaque fois, il y a des petits groupes qui seront animés par des bénévoles du Crédit Mutuel et du GREP. Je crois qu'on va commencer par l'apéro. On remercie évidemment tous nos intervenantes et nos témoins. Et on a donc pour la réflexion de cet après-midi. Merci.